Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être venus pour cette présentation des sociétés Wavestone et Walix. Je ne sais pas si vous m'entendez tous bien. Sinon, vous pouvez vous rapprocher peut-être parce qu'on est assez bridé sur le son vu que la salle est coupée en deux. Et sinon, ils n'entendent plus derrière. Mais si ça va, je vais commencer. Donc aujourd'hui, nous recevons Madame Brossard de la société Walix et Monsieur Billois de la société Wavestone. Alors, je vais commencer avec la société Wavestone qui s'affiche. La société Wavestone, c'est un cabinet de conseil spécialiste dans la transformation des entreprises. Alors, c'est devenu, à force de différentes alliances entre entreprises, une grosse entreprise de 2500 collaborateurs à travers le monde, présent sur 4 continents et notamment capable d'opérer de manière synchronisée. Donc, on pourra en reparler, c'est très utile dans la cybersécurité. Dans différents domaines, on a l'identité numérique, la fraude et services de confiance, la conformité numérique, le respect de la vie privée, les infrastructures critiques, réglementation, la sécurisation et transformation digitale, big data, cloud et je passe. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui en particulier, c'est la stratégie cybersécurité, évaluation des risques et gestion de crise, notamment avec 2 offres dont on aura l'occasion de représenter Bug Bounty et CertW. Ensuite, la société Walix. Walix est un éditeur français de logiciels en sécurité informatique. Ça a été fondé en 2003 et c'est spécialisé dans la sécurisation des systèmes d'information. Les gestions des infrastructures informatiques également. Walix se positionne sur le marché de la sécurisation des comptes à privilèges. Pour ceux qui connaissent les marchés de PAM pour Privilege Account Management. En tant que société informatique, on pourra en reparler. Walix est notamment membre d'Exatrust, un des clubs de services de logiciels. Voilà, alors on va commencer par les questions. Déjà pour commencer, une question pour Madame Billois. Une question pour Monsieur Billois. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces 2 offres, donc Bug Bounty et CertW? Très bien, merci. Alors, je vais commencer par parler du CERT. Je ne sais pas si vous connaissez la signification de cet acronyme. CERT, ça veut dire Computer Emergency Response Team. En fait, c'est, si vous voulez, quand il y a un incident qui arrive dans une entreprise, cette entreprise elle est attaquée, eh bien, des équipes de réponse à incident vont arriver en urgence. Si je fais une analogie, c'est un peu les pompiers de la cybersécurité. Donc, au sein de Wavestone, on a une structure, donc le CERT-W pour Wavestone, qui est spécialisée là-dedans. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont en veille, des équipes qui sont d'ailleurs réparties dans le monde. On a une partie à Hong Kong, une partie à New York, une partie à Paris. Et on assure une veille 24/7 pour aider nos clients en cas d'incident majeur. Et donc, quand ils ont un incident, qu'est-ce qu'on fait? On se rend chez eux. On va les aider tout de suite à comprendre ce qui se passe sur le terrain, à essayer de bloquer au plus vite l'incident, et puis ensuite à les aider à repartir dans un mode de fonctionnement normal. Voilà, donc ça, c'est une équipe chez nous de plus d'une dizaine de personnes. Et on est intervenu sur des grosses affaires que vous avez entendu parler avant l'été, par exemple NotPetya, l'attaque du malware NotPetya qui a détruit des milliers et des milliers de PC. Eh bien, c'est une des affaires sur lesquelles, par exemple, on est intervenu. Donc là, on va rechercher dans cette activité-là des personnes avec des compétences techniques et la volonté finalement d'aller sur le terrain, mettre les mains dans le cambouis et d'aller aider nos clients sur place. Sur la deuxième offre que vous citiez, c'est le Bug Bounty. Alors, je ne sais pas si vous connaissez aussi le Bug Bounty. En fait, depuis des années, on fait des audits de sécurité. On fait des tests d'intrusion. Et donc, le schéma classique, c'est une société, par exemple une grande société, la SNCF, la Société Générale, etc. Usuellement, ils nous contactent en disant « on voudrait que vous veniez vérifier la sécurité de notre site Internet ou des systèmes internes chez nous ». Donc ça, c'est à l'ancienne. Le Bug Bounty, c'est un peu différent. L'idée du Bug Bounty, c'est que la société met son système à disposition. Il y a un système qui est par exemple sur Internet et qui dit « venez m'attaquer et si jamais vous trouvez des failles, eh bien je vous rémunérerai pour les failles que vous avez trouvées ». Donc ça, c'est un système qui est en vogue aux États-Unis, qui s'est extrêmement développé aux États-Unis et qu'on a décliné en France. Si vous voulez, aux États-Unis, ce qui se passe, et maintenant en France, parce qu'il y a plusieurs startups qui le font aussi, c'est des plateformes de mise en relation entre des chercheurs en sécurité qui vont chercher ces failles et derrière des entreprises qui ouvrent leur site web pour qu'ils soient testés. Donc, ça, c'est bien, ça marche. Par contre, ça pose des gros problèmes sur la confidentialité.
On n'est pas sûr exactement de qui va réaliser ces audits. On n'est pas sûr de comment les résultats de ces tests vont être collectés, vont être sauvegardés, vont être communiqués. Donc on a décidé chez Wavestone d'avoir notre propre bug bounty et donc de pouvoir réaliser ces tests de sécurité en mode paiement à la faille, de la même manière, mais uniquement avec des collaborateurs de Wavestone sur un système d'information sécurisé pour que les données ne soient pas partout sur Internet. Donc, dans ces activités-là, on est aussi sur des profils plutôt techniques qui vont aimer faire des tests de pénétration techniques, qui vont réaliser des audits de sécurité et qui vont eh bien, finalement être dans cette recherche continue des failles et des innovations qui permettent de tester la sécurité. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Vous avez eu l'approche d'une société donc, de conseil. Maintenant, Madame Brossard, est-ce que vous pouvez nous parler de Walix, donc qui est plus dans le conseil, mais plutôt dans la création de logiciels et notamment, par exemple, qu'est-ce que vous proposez à votre client qui vient vous voir pour la première fois? Alors oui, Walix, on est éditeur de logiciels français et on travaille sur un logiciel qui permet de faire la protection des comptes à privilèges. Alors je vais juste prendre 2 minutes pour expliquer ce qu'est le compte à privilèges. C'est effectivement dans l'administrateur réseau, celui, le root, l'administrateur qui a tous les droits pour aller sur les serveurs, sur les systèmes d'information, mais pas que. C'est aussi des gens qui ont des fonctions et des rôles dans une entreprise qui leur donnent accès, par leurs propres fonctions, à des données stratégiques, à des informations stratégiques dans l'entreprise. Donc nous, chez Walix, on a fait un logiciel qui permet de contrôler, d'enregistrer, de tracer, de créer des audits pour les accès, les actions qu'ont pu faire ces personnes-là, aussi bien administrateurs que des professions ou des fonctions qui sont à des hauts privilèges. Généralement, les clients, ils viennent pas nous voir en disant « j'ai absolument besoin d'une solution qui va me tracer mes accès à privilèges ». Ils viennent nous voir en disant « j'ai fait un audit de sécurité et il a échoué, donc j'ai besoin d'avoir les moyens de tracer et de pouvoir fournir un audit qui est viable dans mon entreprise ». Ils viennent nous voir également parce que lorsqu'on parle de cybersécurité, on va tout de suite parler de réglementation. On a des clients qui viennent du monde de l'industrie, qui viennent du monde automobile, on a des clients qui viennent du monde de la santé, et derrière la protection des contre-privilèges, il y a ces données, cette information, et ils ont besoin de garantir que cette donnée, cette information va bien répondre à leurs enjeux de compliance. Donc à chaque fois qu'on est dans cette démarche, nos clients, ils sont toujours dans une projection d'une solution, d'une approche par rapport à une problématique qu'ils ont, et nous, en tant qu'éditeurs de logiciels, eh bien, on fournit une brique qui permet de répondre à leurs enjeux. Donc dans les profils pour cette démarche de relation, première relation avec les clients, nous, ce qu'on recrute, entre autres, ce sont ce qu'on appelle des avant-ventes, des pre-sales, des gens qui ont une compétence technique très forte, puisqu'on est sur quand même des technologies, des marchés technologiques très fortes, mais qui ont également une dimension customer, savoir leurs besoins, savoir cette démarche solution, puisque nous vendons avec d'autres technologies, le client a un environnement technique, et on a justement des gens de conseil qui vont les aider à savoir comment cette intégration, cette solution, cette chaîne de valeur globale va être mise en œuvre. Donc ce sont des profils pre-sales qui sont capables d'avoir cette abstraction, d'avoir une dimension technologique produit, mais aussi une dimension solution. Donc entre autres, on a ces profils comme ça qu'on recrute. Et également toute une activité product marketing où également on a besoin de gens qui ont une forte compétence technique et qui vont pouvoir orienter la roadmap, l'évolution de notre technologie, de nos solutions pour être sûr qu'on soit en adéquation avec le marché. Donc il faut avoir un grand background technologique et être capable d'avoir cette projection à long terme et une synthèse des évolutions techniques. Merci. Alors, en parlant des clients, justement, est-ce que chez Wavestone, vous pouvez nous parler des inquiétudes de vos clients en ce moment en matière de cybersécurité? Alors, les inquiétudes sont nombreuses. Je pense que si vous suivez l'actualité, vous voyez bien ce qui se passe. Nos clients, c'est avant tout des grandes entreprises. Wavestone, on travaille pour les grands comptes. En France, on travaille pour ce qu'on appelle le top 200 des entreprises françaises. Donc ça va compter parmi les plus grandes banques, les plus grands industriels. Et en fait, eux, aujourd'hui, sont inquiets par l'état de la menace sur Internet. En fait, on voit clairement que les incidents se multiplient et on voit des cybercriminels qui sont de plus en plus organisés, avec des cybercriminels qui agissent par exemple par idéologie. Je pense que vous avez tous entendu parler des Anonymous qui vont vraiment attaquer des sociétés parce qu'ils veulent faire passer un message. Ça fait très peur effectivement aux entreprises. Il y a deuxième catégorie, ce sont ceux qui attaquent pour gagner de l'argent. Et ça, c'est quand même aujourd'hui le plus grand nombre d'attaques qu'on observe, nous, quand on travaille chez les clients, c'est des cybercriminels qui attaquent pour gagner de l'argent, alors en faisant des demandes de rançon, en volant des données, en les revendant, ce genre de choses. Et la troisième grande menace, c'est la menace de déstabilisation. Alors celle-là, elle se concrétise en fait sur le terrain par des attaques destructives, par exemple. Alors je parlais tout à l'heure de NotPetya, vous avez vu ce malware qui s'est répandu
très rapidement dans le monde entier et qui a détruit les PC, il les a effacés. Et donc, il y a des sociétés qui se sont retrouvées en moins d'une heure avec des dizaines de milliers de PC effacés, et donc ils ne pouvaient plus du tout travailler. Ça, depuis que c'est arrivé à la fin du mois de juin, je pense que c'est la menace numéro 1 pour laquelle on est sollicité. Et puis la dernière menace qui fait peur, c'est celle par rebond. Je m'explique, vous l'avez peut-être vu, il y a eu des cas aussi cet été. Des fois, une entreprise, elle ne va pas être attaquée pour elle-même, mais elle va être attaquée pour les clients qu'elle gère. Je vous donne un exemple hyper concret. Il y a un opérateur télécom en Belgique, Belgacom, qui a été la cible d'attaque, non pas pour voler les données de Belgacom, les attaquants n'en avaient rien à faire, mais pour accéder au réseau de l'opérateur et pouvoir écouter les communications de tous les clients de l'opérateur. Voilà. Et donc ça, c'est aussi une menace qui fait peur à certaines catégories de clients qui vont être amenés à gérer beaucoup de données pour d'autres sociétés. Donc tout ça, ça augmente le niveau de menace, on en reçoit beaucoup de sollicitations, et ce qu'on voit, c'est que l'inquiétude qui était à la base plutôt portée par les équipes techniques, par les responsables sécurité, mais cette inquiétude aujourd'hui, elle augmente, et les sollicitations, les clients avec qui on travaille au quotidien, c'est de plus en plus des directions métiers, c'est aussi de plus en plus des directions générales, à qui on doit aller expliquer ce qui se passe, comme je viens de le faire un petit peu avec vous, mais également adopter vraiment une approche risque, et être capable d'interagir avec ses interlocuteurs au plus haut niveau dans les entreprises. Alors justement, dans ces affaires de ransomware, notamment en juin dernier qui a été très médiatisé, Madame Brossard, êtes-vous confiante dans l'avenir de la cybersécurité, notamment dans ce contexte de cyberattaques de grande ampleur à répétition? Alors, je suis confiante qu'on peut faire mieux, ça c'est sûr qu'on peut anticiper mieux. On ne pourra pas éviter toutes les cyberattaques, je pense que ce n'est pas possible. On dit souvent en plaisantant, de toute façon toutes les entreprises vont se faire attaquer, c'est juste qu'elles ne savent pas quand et quand elles vont le découvrir. Mais en tout cas, je suis confiante sur nous, entreprises, PME, éditeurs de logiciels et l'écosystème en France, le conseil également, à pouvoir accompagner beaucoup plus fortement les entreprises. Et on sent, avec justement l'actualité récente, qu'il y a une mutation, en tout cas des grands comptes l'avaient déjà, mais en tout cas d'un plus large niveau de nos clients, sur l'intérêt et l'urgence de penser cybersécurité en amont de leur développement d'applications, en amont de leur développement de devices sur des technologies dans de l'IoT. Donc il y a vraiment une bascule aujourd'hui que ça coûte de l'argent lorsqu'on se fait attaquer. Et on le voit justement avec les ransomware qu'on a eu récemment, que ça coûte très cher à des entreprises industrielles grands comptes qui ont leur chaîne de production complètement arrêtée, et qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là et qu'il faut investir dans les cursus justement de formation pour avoir de plus en plus d'ingénieurs dans la cybersécurité et pour que les entreprises aient les moyens, et nous, éditeurs ou conseils, nous ayons les moyens d'accompagner ces entreprises. D'accord. Alors, prenons un exemple maintenant. Imaginons que je suis le ministère de la Défense, ou enfin plutôt de l'Intérieur, et je veux lancer mon site pour la douane. Qu'est-ce que chacune de vos entreprises propose pour mon site internet qui contient quand même des informations très stratégiques puisqu'elle accède au ministère, mais en même temps que je veux rendre très libre pour tout utilisateur français? J'ai le micro, je finis. Donc tout l'aspect hébergement du site web, donc les hébergeurs derrière, nous on est là avec notre technologie entre autres pour garantir que tous les accès externes, que tout ce qui va se passer sur le serveur, on va le tracer, on va pouvoir l'auditer et qu'on va pouvoir garantir que les données sont bien sécurisées. Donc on accompagne vraiment dans cette démarche, non pas sur le site web en lui-même, mais sur l'hébergement, l'infrastructure qui va être derrière, à garantir que qui accède, tracer, pouvoir s'assurer que les données sont bien préservées. Et on parle du site web dans ce cas-là, mais de tous les grands comptes, de tous les clients aujourd'hui qui mettent sur des infrastructures, sur des clouds et qui rendent public une partie de leurs données, qui a vraiment un impératif à contrôler la criticité de la donnée, comment elle doit être visible, qui y accède, et avoir cette visibilité qui est indispensable pour prévenir et mettre des plans de sécurité dans l'avenir. Alors du côté de Wavestone, en fait, on va commencer par intervenir en amont. On va déjà aller voir le ministère de l'Intérieur, par exemple, et lui dire « Ok, quelles sont les données que vous allez manipuler ?» Ça passe sous forme d'entretien. On rencontre les personnes du ministère, on leur dit quelles sont les données qu'il y aura sur le site web. Ensuite, nous, on analyse, suivant ces données, qui peut être intéressé par ces données. Est-ce que ça va être des cybercriminels? Est-ce que ça va être des autres États? Et donc, on définit le niveau de risque du site web. Une fois qu'on a défini ce niveau de risque, on va définir les mesures de sécurité minimum à implémenter dans ce site web. Ça, c'est une première partie d'intervention, d'analyse de risque et de définition des mesures de sécurité.
Ensuite, une deuxième mission type chez nous, c'est d'accompagner le déploiement du site web, c'est-à-dire que souvent ce site, par exemple, il va être fait par une web agency, il va être hébergé chez OVH ou chez un autre hébergeur, etc. Nous, on va arriver en disant, voilà les exigences sécurité. Donc typiquement, on va définir l'architecture, on va dire il faut mettre telle ou telle solution, par exemple des solutions de Wallix sur la traçabilité des accès administrateurs ou des comptes à privilèges, mais aussi des mesures comme du chiffrement, des mesures comme de la traçabilité des accès, des mesures d'authentification forte avec des codes, ce genre de choses comme vous pouvez avoir pour vos banques. Et ensuite, on va suivre le projet de mise en œuvre et à la fin, une autre équipe de Wavestone va intervenir, elle, pour faire l'audit de sécurité qui va vérifier que le niveau de sécurité réel du site est bien le bon par rapport à ce qu'on avait demandé en amont et qu'il ne reste pas des failles. Alors malheureusement, il reste souvent des failles. On a même fait un benchmark suite à nos audits de sécurité. On fait plus de 300 audits par an. Et sur tous les derniers audits, il n'y avait pas une seule fois où on n'a pas trouvé une faille de sécurité. Donc on voit bien que ce chemin-là, il est encore long pour les entreprises. Mais voilà, on intervient jusqu'à la fin. Et on ne quitte pas nos clients tant qu'au maximum, on n'est pas sûr que le site ne couvrira plus de risques pour eux. Alors, Madame Brossard, vous avez parlé des grands hébergeurs. Alors, vos clients, en fait, ne sont pas vraiment les entreprises, mais plutôt ceux qui les hébergent et les clouds. OVH, je pense, notamment. Alors, oui, ça peut être les hébergeurs, ça peut être... c'est assez varié. On a les choix, en fait. Tout dépend où la donnée va se situer chez nos clients. Soit c'est un data center en interne et il y a une DSI qui gère et qui gouverne la donnée en interne, soit effectivement on est dans une migration vers le cloud avec des hébergeurs et on peut travailler avec des grands acteurs français ou internationaux sur ça. D'ailleurs, c'est des profils aujourd'hui qui nous intéressent. Nous, on est... en tant qu'éditeur de logiciels, vous avez toujours la problématique de faire ce qu'on appelle la licence perpétuelle. Donc évidemment, c'est ce client qui a son data center qui va acheter sa licence annuelle, faire de la maintenance. Et on est dans une mouvance où aujourd'hui, on est avec des DSI qui sont en train de partir sur la migration vers le cloud, qui réfléchissent à des modèles de souscription, donc avec un moyen de paiement complètement différent. Et ça veut dire un accompagnement technologique, un accompagnement de gestion de la donnée complètement différente. Et ça, c'est des profils chez nous dans toute la partie projet qui sont très intéressants puisqu'on vit cette mutation avec nos clients et qu'on a besoin de personnes qui sont capables de nous amener dans ces réflexions technologiques. D'accord. Et si j'ai cru comprendre, donc, notamment pour notre exemple, il est possible que la société fasse appel à vos deux entreprises en commun et que vous travaillez ensemble. Tout à fait. Donc, si on reprend dans l'ordre, ce serait Wavestone sur la partie conseil qui sur nos clients viendrait préconiser des solutions, les accompagner dans toute la démarche. Et je pense que Jérôme l'expliquera mieux que moi. Et nous, sur la partie effectivement technologique, on viendra fournir une des briques. Parce que ce qui est important, c'est cette démarche écosystème, encore une fois, de solutions. Et aujourd'hui, c'est ce que nos clients recherchent. Nous fournira une brique technologique qui permettra de répondre à des enjeux, comme je disais, de sécurité, de compliance, de traçabilité et de gestion de la donnée. D'accord. Alors, prenons un autre exemple. Par exemple, je suis maintenant un petit artisan qui veut créer son site de vente en ligne. À partir de quel moment et quel risque je vais pouvoir faire appel à vos services? Est-ce qu'il faut être une grosse entreprise du CAC 40 ou tout le monde peut profiter des services? Wavestone, peut-être, Monsieur Villera? Alors sur Wavestone, c'est vrai que notre cible commerciale, c'est le top 200 des entreprises françaises. Donc c'est sûr que le petit artisan en province, on n'a pas l'habitude de travailler avec eux, pour être complètement transparent avec vous. Par contre, je pense que vous mettez le doigt sur un vrai problème qu'on a aujourd'hui dans la cybersécurité. C'est que la plupart des sociétés, la plupart des solutions sont quand même ciblées vers les grandes entreprises. Pourquoi? Parce qu'elles ont les moyens d'investir, parce qu'aujourd'hui elles ont les équipes pour gérer tout ça. Et en fait, on a un problème en France, c'est que les PME, les TPE, elles sont quand même très démunies face à cette menace cyber qui les touche de plein fouet. Et donc à ce titre-là, les autorités agissent. Vous avez peut-être entendu parler donc de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Ils sont tout au bout là-bas, ils recrutent sans arrêt. Et bien, ils ont aidé à lancer, mais c'est mieux de venir chez nous quand même. Hein. Petite parenthèse au passage. Et ils ont lancé une initiative qui s'appelle Acima, qui est un site web de mise en relation entre des entreprises qui sont touchées par des incidents et des fournisseurs de sécurité qui sont en région. Et donc nous, on a un peu accompagné, on est assez promoteur de cette solution-là, parce qu'on pense que c'est quelque chose de nécessaire pour passer à l'échelle. Voilà, côté Wavestone, on ne travaille pas avec eux. Et l'idée, c'est plutôt, nous, quand on a des demandes, de pouvoir les réorienter vers des services qui vont être à leur taille et qui vont être adaptés à leurs problématiques. D'accord.
Alors, comme on l'a vu dans la présentation, Wavestone, c'est une grosse entreprise, 2500 collaborateurs sur 4 continents et dans beaucoup de domaines, notamment aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la cybersécurité. Est-ce que votre branche cybersécurité tend à augmenter et vraiment à prendre de l'importance dans les années à venir? Oui, clairement, aujourd'hui, je pense que c'est une des entités de Wavestone qui recrute le plus. On a fait plus de 85 recrutements l'année dernière. Cette année, on est sur les mêmes tendances. Clairement, aujourd'hui, on a plus de demandes que de capacités à faire. Et on voit des nouveaux domaines qui s'ouvrent quasiment tous les 6 mois. Là, pour vous dire, ces temps-ci, on est très mobilisé sur le sujet de l'intelligence artificielle, qui est un domaine vraiment en devenir, je pense, sur la cybersécurité. On a gagné récemment l'accompagnement de grandes banques sur la mise en place de systèmes de détection des fraudes financières dans les systèmes de gestion des banques. Et donc typiquement, ben voilà, ça c'est un nouveau domaine. Il y a 1 an, on n'en parlait pas. Il y a 6 mois, nous on a commencé vraiment à creuser. Là, on voit les demandes des clients qui arrivent. Autre sujet sur lequel on est en plein développement, c'est la sécurité de ce qu'on appelle l'embarqué. La chose la plus concrète pour vous expliquer ça, c'est les voitures. Les voitures, vous savez, elles sont déjà maintenant toutes connectées, elles sont en train de devenir autonomes. Il y a un enjeu de cybersécurité là-dedans qui est énorme parce que vous voyez les effets concrets d'une voiture qui sera attaquée, elle peut clairement finir au fossé. On a eu des démonstrations claires et concrètes de ce type d'attaque. Et donc, aujourd'hui, on accompagne des clients dans ces domaines-là, on accompagne même la recherche dans ce domaine-là. On travaille avec Télécom ParisTech dans le cadre d'une chaire de recherche sur le futur de la cybersécurité des véhicules autonomes. Donc, on est dans une activité en croissance forte, en recrutement, et où on a des nouveaux domaines qui arrivent, mais quasiment tous les 6 mois, et sur lesquels on doit défricher. Et c'est ça qui fait, je pense, le côté passionnant aujourd'hui de nos métiers. D'accord. Et Madame Brossard, de même, l'envie grandissante des entreprises de se développer dans les systèmes d'information et le digital, est-ce que ça augmente vos demandes de logiciels et du fait des attaques, il y a une demande de complexification de vos logiciels et d'amélioration de plus en plus, qui pourrait notamment amener à des emplois? Exactement, on est en très forte même croissance chez Walix. On fait 50% de croissance de chiffre d'affaires quasiment tous les ans. On recrute fortement sur 2017-2018 en France et à l'étranger et on cherche des profils qui peuvent répondre à la fois, comme je vous l'expliquais, sur cette vision très techno que porte un éditeur dans une dimension client. Donc c'est avoir l'accompagner dans la réflexion en amont sur son cahier des charges, sur la solution qu'il doit intégrer avec notre technologie. C'est pouvoir déployer la technologie avec nos intégrateurs et nos clients. Donc toute une dimension gestion de projet, quelles sont les étapes, comment on va s'interfacer. C'est pouvoir parler avec la R&D qui recrute également fortement sur des profils de développement pour pouvoir travailler sur notre solution, définir une roadmap de plus en plus pertinente et qui embarque également effectivement ces réflexions autour du behavior analytics, comment je peux amener du prédictif sur les comportements, sur l'usage des menaces et des attaques sur les systèmes d'information. C'est également tout la projet à la fin sur le support, comment un client, je peux être en relation avec un grand compte et suivre l'évolution de notre technologie sur ce grand compte. Donc c'est très varié, on est vraiment dans une recherche forte de profils techniques et qui sont dans une ouverture également client, contexte client. Parce qu'effectivement, comme vous le mentionnez, les demandes sont très très fortes et la croissance est derrière. D'accord, merci. Alors, avant de passer aux questions-réponses, peut-être que vous pouvez nous donner quelques conseils et détails sur les recrutements. Alors, notamment, je pense peut-être les compétences qu'on aime bien voir mis en avant sur les CV et ce que vos entreprises recherchent en ce moment. Alors, je pense que chez nous, hormis les compétences techniques, on en a des très bonnes, c'est surtout des personnalités qu'on aime parce que chez un éditeur de logiciels, on est très flexible dans les fonctions. On aime les gens qui vont pouvoir changer, s'ils sont à la R&D, qui vont pouvoir changer d'équipe avec des développements de méthodes agiles, donc qui sont dans cette philosophie-là. On cherche des profils qui n'ont pas peur de se lancer, pourquoi pas, à l'étranger. On est une entreprise de 80 personnes, une PME, donc c'est à taille humaine. On cherche des gens qui sont capables de prendre des responsabilités demain, qui peuvent évoluer rapidement et qui sont flexibles en fait. C'est la force d'une PME, c'est en tout cas d'avoir une relation assez forte avec la direction et de pouvoir évoluer très rapidement. Donc après sur les technologies, ça dépend si on est sur du profil de R&D, on va être sur du code, des langages Java, Python, C++. Si on est sur de la partie projet, ça va être plus sur de la méthodologie, comment on va amener une solution déployée chez le client. Donc c'est très difficile de répondre. Je pense que le mieux c'est de venir voir Walix et puis
notre RH qui est derrière et proposez vos CV. Merci. Alors côté Wavestone, je dirais de la même manière, on ne va pas chercher des experts en cybersécurité. Pourquoi ? Parce que finalement, nous, ce qu'on va chercher, c'est avant tout des personnes qui sont motivées par ce domaine-là, qui sont motivées par le métier du conseil. Et une des principales qualités dans le métier du conseil, c'est la relation avec les clients. Parce que finalement, nous, notre quotidien, c'est d'aller chez les clients, de comprendre leurs besoins et de leur apporter des solutions. Donc on ne va pas chercher des experts, on a l'habitude de recruter des jeunes diplômés, on a l'habitude de recruter des gens qui n'ont pas forcément fait de formation en cybersécurité, voire même des fois des gens qui n'ont pas de formation en système d'information. On recrute par exemple des profils d'écoles de commerce parce qu'il y a des pans de la cybersécurité qui s'y prêtent particulièrement bien. Et donc, suivant le niveau que vous pouvez avoir, je dirais, en cybersécurité, on va avoir un cursus adapté à l'arrivée, avec des formations en interne ou des mises en situation plus ou moins rapides, pour finalement vous accompagner dans la découverte de ce métier et dans la découverte finalement de l'ensemble des dimensions de la cybersécurité. Donc voilà, ce qu'on cherche avant tout, c'est des gens motivés qui ont envie de creuser ces sujets-là et qui sont, je dirais, intéressés par un métier où le relationnel est particulièrement important et, comme mentionné juste avant, aussi intéressés par l'international. Aujourd'hui, un de nos axes de développement majeurs, c'est l'international. Wavestone s'est créé en France et s'est développé pendant 20 ans en France. Et là, depuis 2011, on a ouvert des bureaux partout en Europe et dans le monde. Et aujourd'hui, on a des plans de recrutement qui sont ambitieux dans nos bureaux à New York, à Londres, à Hong Kong, en Europe proche, etc. Donc voilà les principaux critères. Merci. Alors, on va passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions pour les sociétés Walix ou Wavestone, à sec, je ne sais pas, je peux vous passer le micro. Si vous avez vous voulez reprendre une question qui a été abordée. Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir les stands de Walix et Wavestone ici? Oui. Et donc, allez-y, question peut-être. Qu'est-ce qui vous a attiré sur un des stands? Sinon, qu'est-ce qui vous intéresse dans la sécurité, sinon? Vous avez parlé principalement de tout ce qui est développement à l'international, mais est-ce que vous avez actuellement de petites entités au niveau international ou est-ce que ce sont des entités qui sont assez conséquentes, qui sont vraiment bien implantées dans les différents pays Alors sur Wavestone, ça dépend vraiment des pays. S'il y a des pays sur lesquels on est présent depuis plus longtemps, je pense par exemple à notre entité au Royaume-Uni où il y a plus de 40 personnes. Notre entité à New York, on doit être 40 personnes aussi. Par contre, le bureau de Hong Kong est plus petit parce qu'il a été créé il y a 2 ans et donc on a 5 personnes. Voilà. À comparer effectivement à l'historique Wavestone où sur Paris, on doit être facile, je pense, 1500 personnes. Non, ça ne s'explique pas. Moi, juste nous, pour préciser quand même qu'on a une agence à Londres et une agence en Allemagne, qu'on est très actif sur le marché africain, francophone pour le moment, et on est en train d'ouvrir un bureau aux États-Unis. Voilà, on est également dans cette fameuse démarche d'internationalisation, à notre échelle, mais on y est également. D'accord, merci. On a une deuxième question. Je me présente, je m'appelle Rached Zéhou. J'avais une question, bon elle n'est pas très sexy, c'est par rapport au fait qu'en mai, normalement, beaucoup d'entreprises vont devoir respecter un standing au niveau européen, une législation au niveau européen. Est-ce que vous pensez qu'en mai, les principales les entreprises qui devront respecter ces règles-là pourront les respecter? Est-ce que vous pensez que c'est pas trop court? Est-ce que... parce que j'ai vu en partie un peu les règles qui allaient être imposées. Je suis personnellement pas très convaincu que toutes les entreprises pourront réussir à respecter ces différents standings de sécurité qui vont s'appliquer au niveau européen. Voilà. Alors, je pense que vous parlez du règlement européen sur les données à caractère personnel qui effectivement va imposer beaucoup de nouvelles règles sur la protection de nos données en tant que citoyens pour qu'elles ne soient pas utilisées à mauvais escient et que, par exemple, en cas d'incident, nous, si des données sur nous sont perdues par une grande entreprise, qu'on soit au courant de ça. Alors, pour répondre à votre question, très clairement, personne ne sera prêt. Voilà. Pourquoi ? Parce que la réglementation a été décidée il y a 2 ans et en fait,
le législateur européen s'est dit en 2 ans, tout le monde pourra se mettre en conformité. Mais clairement, dans les très grandes entreprises qui vont avoir des centaines d'applications, qui ont des données clients absolument partout, 2 ans, c'est trop court. Parce que déjà, vous allez passer 1 an à valider des budgets. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à travailler et modifier des applications. Vous imaginez dans une banque qui a des millions de clients, faire des modifications dans les applications, c'est des choses qui prennent des mois et des mois. Donc, dans la majorité des grandes entreprises, les travaux ont commencé, souvent dans une approche basée sur les risques, c'est-à-dire que les périmètres les plus risqués, ceux peut-être les plus visibles, ceux sur lesquels il y a des données les plus sensibles, là oui, il y a déjà des travaux qui ont été faits et ça a beaucoup progressé. Par contre, dire qu'on sera à 100% conforme au mois de mai, c'est impossible. Je ne sais même pas si on le sera complètement un jour. En tout cas, ce qui est bien, c'est que cette réglementation, elle amène quand même du positif et elle a fait bouger les entreprises. On a fait une étude récemment sur les 40 clients qu'on accompagne sur ces sujets-là et on voit des investissements qui vont varier entre 5 à 150 millions d'euros pour amener cette sécurité des données à caractère personnel. Donc on voit que ce n'est plus un sujet qu'on va mettre sous le tapis, mais c'est bien devenu un sujet de direction générale qui génère des investissements. Une réponse de Walix peut-être sur ces normes de sécurité? Non, nous, on est un maillon dans la réponse sur la RGPD. On est une solution qui va permettre aux organisations d'apporter un critère sur la réglementation. Mais je pense que c'est plus aujourd'hui une réflexion qui est en amont au niveau du Conseil. Et certainement, la traduction technique viendra après et englobée dans une approche transversale. Mais c'est vrai que nous-mêmes, Walix, par contre, alors on s'est mis un challenge. On s'est mis nous-mêmes à devenir RGPD conforme pour mai 2018, puisqu'on vend une technologie qui demain devrait permettre à nos clients d'y être. On s'est dit, il n'y a pas de raison à nous aussi de faire cet acte-là. Donc, côté marketing, on est parti sur les campagnes, on fait le consentement de nos prospects, de nos utilisateurs en interne, on trace, on fait la cartographie de nos données. Donc, on s'est mis ce challenge en interne. Et c'est justement, il y a des membres de l'entreprise sont partie prenante par service. Donc, ça permet également de participer à un projet qui, demain, impacte tout le monde, parce que c'est aussi nos données à nous, citoyens. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on est dans un autre timing entre l'aspect conseil et l'aspect éditeur. Merci. Une dernière question peut-être? J'en vois pas. Sinon, merci à nos 2 intervenants, Madame Brossard, Monsieur Billois. Et merci à vous d'être venus. Bonne continuation.